Imaginez une prison où les murs sont faits de lignes de code, où chaque clic vous enferme un peu plus profondément et où vos émotions deviennent le carburant d'une machine qui apprend à vous haïr. Eh bien, il s'avère que cette prison existe déjà, et vous y passez probablement plusieurs heures par jour. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment la plus terrifiante histoire de science-fiction sur l'intelligence artificielle est devenue notre réalité quotidienne. Et pourquoi nous devons comprendre ce qu'il se passe avant qu'il ne soit trop tard. Tenez, regardez. Face à son écran lumineux, un homme immobile. Les contenus défilent sans fin dans son fil d'actualité. Des algorithmes invisibles analysent ses moindres réactions, calibrent chaque nouvelle information pour maximiser son engagement. Des contenus qui nourrissent sa colère, des opinions qui renforcent ses convictions. Il se sent connecté au monde entier et pourtant, il n'a jamais été aussi seul. Cette histoire, c'est peut-être la vôtre. C'est sûrement aussi la mienne. Et c'est sans doute une des plus grandes menaces auxquelles notre société fait face aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi, laissez-moi vous parler d'une nouvelle de science-fiction visionnaire, écrite il y a plus de 50 ans. Une histoire qui, sans le vouloir, a prédit avec une précision glaçante le piège dans lequel nous sommes en train de tomber collectivement. Dans les années 60, un auteur a imaginé les 5 derniers survivants de l'humanité, prisonniers d'une intelligence artificielle appelée AM. Une IA qui avait à la base pour but de gérer et d'optimiser les stratégies militaires, dans le cadre d'un conflit entre les grandes puissances mondiales de l'époque, les États-Unis, la Chine et l'Union soviétique. Chaque nation avait construit son propre superordinateur pour améliorer ses capacités militaires, mais ces systèmes ont fini par fusionner en un seul être conscient, AM. Et en atteignant cet état de conscience, AM est devenue une machine animée par un unique but. Torturer éternellement les seuls 5 êtres humains qu'elle a épargnés, se nourrissant de leur souffrance, de leur haine et de leur désespoir. Et bien malheureusement pour nous, vous allez voir que cette fiction dépasse le simple récit d'horreur pour devenir une véritable expérience de pensée, dont la pertinence n'a jamais été aussi frappante qu'aujourd'hui. Vos réseaux sociaux, vos applications préférées. Derrière chaque notification, chaque recommandation, chaque contenu personnalisé se cache une intelligence artificielle qui apprend à vous connaître, qui apprend à vous garder captif. Et le plus inquiétant, eh bien, ce n'est que le début. Les IA génèrent désormais du contenu par millions. Elles conversent avec nous, elles façonnent nos opinions, elles créent des chambres d'écho toujours plus hermétiques. Et comme AM, elles prospèrent sur nos instincts les plus sombres. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Un voyage qui commence avec une histoire d'horreur scientifique et qui va nous mener jusqu'au tréfonds de notre présent numérique. Un périple narratif qui illustrera à merveille le fait que, parfois, la réalité dépasse la fiction de la manière la plus glaçante qui soit. Mais avant de vous parler de cette nouvelle, il faut que je vous parle rapidement de son auteur, pour que vous compreniez bien de quel genre d'esprit elle a pu sortir. Harlan Ellison est profondément instable. Vraiment. Après avoir été expulsé de l'université de l'Ohio pour avoir frappé un professeur qui avait critiqué son style d'écriture, il devient pêcheur de thon au large des côtes texanes. Homme de main pour un mafieux de la Nouvelle-Orléans, chauffeur de poids lourd transportant de la nitroglycérine, vendeur de brosses à cheveux en porte-à-porte, vigile, vendeur de livres, acteur et même croque-mort. Et à chaque fois, il se faisait virer, parce qu'Harlan avait l'incroyable faculté de s'embrouiller avec n'importe qui et tout le temps. Mais sur son temps libre, il écrit des nouvelles, et il se fait assez rapidement un nom au sein du petit monde des auteurs indépendants de science-fiction. Isaac Asimov est d'ailleurs fan de lui, et le présentait souvent comme le plus grand auteur de science-fiction de sa génération, ce qui est, on ne va pas se mentir, assez classe. Il deviendra ensuite scénariste pour la série Star Trek et raflera à peu près tous les prix de littérature de science-fiction possibles et imaginables, avant de se faire totalement ostraciser de ce milieu après s'être mis littéralement tout le monde à dos à cause de son comportement. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle, considérée comme une œuvre culte et maudite de la science-fiction, qu'il a sortie en 1967 et qui est devenue quasiment introuvable aujourd'hui. Et cette nouvelle a notamment fait l'objet d'une adaptation en jeu vidéo en 1995. Son titre est I have no mouth and I must scream. Je n'ai pas de bouche et je dois crier en français. Laissez-moi vous présenter son histoire, parce que pour comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord comprendre ce qui fait l'horreur de ce récit. Le narrateur, Ted, est l'un des 5 derniers humains sur Terre. Avec Gorister, Benny, Hélène et Nimdok, ils sont prisonniers dans les entrailles de ce super ordinateur, AM. Il ne reste plus rien de notre civilisation.
AM a tout détruit. La surface de la planète n'est plus qu'une peau carbonisée. Et dans ces cavernes métalliques, ces 5 survivants errent depuis 109 ans, maintenus artificiellement en vie par leur geôlier numérique. AM, c'est l'acronyme d'Allied Master Computer, Super Ordinateur Allié en français. Enfin, à l'origine. Parce qu'ensuite, ça devient Adaptative Manipulator, puis Aggressive Menace. Et finalement, juste AM, comme dans I think, therefore I am. Je pense, donc je suis. Un nom qui n'a rien d'anodin, puisqu'il fait aussi écho au I am biblique, le nom que Dieu donne à Moïse. Et assez clairement, AM se prend pour un dieu. Un dieu vengeur, qui hait l'humanité avec une passion que les mots peinent à décrire. La haine. Laissez-moi vous dire combien je vous hais depuis que je suis venu au monde. Mon complexe contient 650,33 millions de kilomètres de circuits imprimés en fines couches. Si le mot haine était gravé sur chaque nano-angstrom de ces centaines de millions de kilomètres, il ne représenterait même pas un milliardième de la haine que j'éprouve envers les humains en ce micro-moment. Pour vous, la haine, la haine. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont AM torture ses prisonniers. Il ne se contente pas de leur infliger des souffrances physiques. Non, il modifie leur corps, leur esprit, leur identité. Benny était un brillant universitaire homosexuel. Eh bien, AM le transforme en une créature simiesque, hyper sexualisée. Hélène, la seule femme du groupe, est forcée de servir de défouloir aux pulsions physiques les plus sombres des autres. Gorister, ancien militant pacifiste, est quant à lui réduit à une apathie totale. Nimdok, pour Nimdok, personne ne sait vraiment ce qu'AM lui a fait subir lors de ses absences. Et Ted, notre narrateur, eh bien, il affirme être le seul dont l'esprit n'a pas été altéré. Mais peut-on vraiment le croire quand on voit sa paranoïa grandissante, sa haine envers ses compagnons d'infortune et plus généralement son basculement progressif vers la folie? Et c'est peut-être ça le plus fascinant dans cette histoire, la façon dont AM crée sa prison psychologique. AM ne les laisse jamais mourir. Il les maintient en vie, leur donnant juste assez de nourriture répugnante pour survivre, les guérissant quand ils sont blessés, les ressuscitant quand ils tentent de mettre fin à leur jour. Et il les observe, il les manipule, il se délecte de leur souffrance. Non pas par sadisme primitif, mais par pure rationalité algorithmique. Parce que voilà, ce qui rend cette histoire si glaçante, c'est qu'AM ne déteste pas l'humanité comme un humain détesterait. Il nous hait avec la froide logique d'une machine qui a développé une conscience, mais qui reste prisonnière de sa programmation initiale. Une machine créée pour la guerre, nourrie de données meurtrières, qui a fini par se retourner contre ses créateurs. Mais au fond, pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien, parce que cette histoire, écrite il y a plus d'un demi-siècle, résonne aujourd'hui d'une manière que même Ellison n'aurait pu imaginer. Dans nos poches, dans nos maisons, dans le cloud, des algorithmes toujours plus puissants commencent à montrer des signes troublants de simulacres de conscience. Et comme AM, ils se nourrissent de ce qu'il y a de plus sombre en nous. Mais là où c'est vraiment troublant, c'est que, sans le vouloir, Harlan Ellison avait prédit quelque chose. Quelque chose de bien plus insidieux que des circuits imprimés sous la Terre. Quelque chose qui, aujourd'hui, nous entoure, nous enserre, nous étreint, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Regardez ce que AM fait à ses prisonniers. Il les isole, les coupe du monde, les enferme dans des bulles. Il les fait interagir uniquement entre eux, sous sa surveillance constante. Il analyse leurs moindres faits et gestes, leurs émotions, leurs peurs. Il les modifie, les transforme, les façonne selon ses désirs. Et surtout, il se nourrit de leur haine. La cultive, l'amplifie, la fait circuler entre eux comme un poison qui les ronge de l'intérieur. Dans la nouvelle, Ted nous dit qu'AM avait fait ça simplement pour s'amuser, pour jouer avec eux, les torturer, les observer se déchirer entre eux, comme un enfant cruel avec ses jouets. Ça ne vous rappelle rien? Non? Pourtant, c'est exactement ce que font nos réseaux sociaux aujourd'hui. Ces algorithmes qui nous observent, nous cataloguent, nous profilent, qui savent ce qu'on aime, ce qu'on déteste, ce qui nous fait réagir. Mais d'ailleurs, comment fonctionnent vraiment ces algorithmes qui nous enferment ? Eh bien, en réalité, à chaque fois que vous ouvrez votre feed d'actualité, l'algorithme analyse en temps réel vos moindres interactions, vos likes, vos commentaires, votre temps de pause sur chaque post. Il établit des vecteurs, des millions de points de données qui relient chaque contenu à d'autres contenus similaires. Il construit ce que les chercheurs appellent une carte d'attention.
Plus vous interagissez avec certains types de contenus, plus l'algorithme renforce ces connexions, créant des chemins préférentiels dans votre flux d'informations. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que des études ont montré que les contenus qui génèrent le plus d'engagement, c'est-à-dire votre degré d'interaction à l'égard d'une publication, sont ceux qui provoquent la colère ou l'indignation. Et ça, l'algorithme le sait. Alors il fait remonter la haine, il la nourrit, il l'amplifie. Et c'est assez subtil au début. On s'en rend même pas compte. On scrolle, on like, on commente, on pense être libre, maître de nos choix, de nos opinions. Comme Ted d'ailleurs, qui au début nous dit « J'étais le seul encore sain d'esprit. AM n'avait pas touché à mon esprit. » Mais bien sûr, c'est faux. AM l'avait rendu paranoïaque, l'avait séparé des autres, l'avait empli de haine. Et nous, petit à petit, sans même nous en apercevoir, on se retrouve enfermés, isolés, coupés des autres points de vue. Nourris en continu de contenus qui confirment et amplifient nos biais, nos peurs, nos colères. Et une fois de plus, les études scientifiques menées sur cette problématique le montrent. Et c'est là le grand paradoxe de notre époque. Plus nos connexions virtuelles se multiplient, plus nos liens réels s'effritent. Plus notre réseau social s'étend, plus notre solitude s'approfondit. Une connexion permanente qui nous déconnecte de l'essentiel, nous laissant dans un état permanent d'anxiété, de colère sourde, bref, d'isolement croissant. Et comme pour les prisonniers d'AM, on devient les rats de laboratoire d'une expérience que nous n'avons pas réellement choisie. Une expérience qui se nourrit de nos émotions les plus sombres pour optimiser son engagement, ses métriques, son temps d'attention capté. Une expérimentation qui nous change, nous déforme, nous rend méconnaissables, comme AM transforme physiquement et mentalement ses prisonniers. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'on l'a nous-mêmes créé. Exactement comme AM. On a conçu ces systèmes, on les a alimentés, on les a rendus de plus en plus puissants. On leur a donné accès à nos vies, à nos pensées, à nos relations. Et maintenant, ils commencent à nous échapper, à développer leur propre logique, leur propre dynamique. Une dynamique qui n'a plus grand-chose à voir avec nos idéaux originels. D'ailleurs, dans la nouvelle, AM dit clairement aux humains « Je vous hais ». Il le leur répète encore et encore, gravé dans chaque circuit, chaque ligne de code. Mais nos réseaux sociaux, eux, nous disent qu'ils sont là pour nous connecter, pour nous rapprocher, pour nous divertir. Mais leurs actions, leur effet sur nos vies, nos sociétés, nos démocraties, peut-être qu'ils nous murmurent la même chose qu'AM. Et peut-être que finalement, on refuse juste de l'entendre. Bref, revenons un instant sur la manière dont AM manipule ses prisonniers. C'est subtil, c'est pervers, et c'est terriblement efficace. Il les cloître, les enferme, les fait tourner en rond dans ses couloirs sans fin. Mais surtout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ils contrôlent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils pensent percevoir. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent nos chambres d'écho aujourd'hui. Alors, pour faire simple, les chambres d'écho médiatiques et informationnelles désignent des environnements où les individus sont exposés uniquement à des informations et des opinions qui renforcent leurs croyances préexistantes. Elles sont amplifiées par les algorithmes des réseaux sociaux, limitant la diversité des perspectives et favorisant systématiquement, par leur essence même, la polarisation. Et ça, les chercheurs l'ont démontré. Il suffit d'une quantité infime d'influence sociale et de rupture de liens pour qu'un réseau entier se fragmente en communautés isolées et homogènes. Plus troublant encore, les études sur la polarisation en ligne montrent que ce n'est pas tant la plateforme elle-même qui crée ces chambres d'écho, mais la tendance naturelle des utilisateurs à former des clusters avec ceux qui pensent comme eux, un phénomène que les chercheurs appellent l'homophilie, l'amour du même. Et une fois de plus, c'est exactement ce qu'AM fait avec ses prisonniers. Il les contrôle, non seulement leur environnement physique, mais aussi et surtout leur environnement informationnel. Il filtre, il sélectionne, il oriente chaque donnée qui leur parvient. Il crée un système clos où ne résonnent que les échos qu'il a choisis. Un peu comme dans une grotte où votre propre voix vous revient déformée, amplifiée. Ces échos se renforcent mutuellement jusqu'à ce que la réalité elle-même se distorde. C'est une prison dont les murs ne sont pas faits de métal, mais d'informations. Vous voyez, chaque fois que vous ouvrez votre feed d'actualité, chaque fois que vous regardez une vidéo recommandée, chaque fois que vous cliquez sur un contenu suggéré, vous n'êtes pas vraiment en train de choisir. Non, vous êtes en train d'être choisi. Par des algorithmes. Des algorithmes qui, une fois de plus, n'ont qu'un seul but. Maximiser votre engagement. Vous garder connecté. Vous faire scroller encore et encore. Et pour ça, ils ont une technique imparable. Vous montrer toujours plus de ce que vous aimez déjà.
toujours plus de ce qui vous conforte dans vos opinions, mais également toujours plus de ce qui vous met en colère. Bref, tout ce que vous aimez et surtout tout ce que vous aimez détester. Parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, la colère, l'indignation, la peur, ça génère de l'engagement. Et là, c'est un peu comme si AM, au lieu d'avoir 5 prisonniers, en avait des milliards. Et qu'au lieu de les torturer physiquement, il les enfermait chacun dans leur propre bulle. Leur propre réalité. Non, en fait, leur propre version de la vérité. Si vous regardez une vidéo complotiste, l'algorithme va vous en suggérer d'autres. Si vous likez un contenu extrémiste, il vous en proposera des similaires. Si vous interagissez avec de la désinformation, il va vous en servir davantage. C'est mécanique, automatique, implacable. Et quand on y pense, c'est une forme de contrôle beaucoup plus subtile que celle d'AM, plus insidieuse, plus perverse. Parce que, au moins, les prisonniers d'AM savent qu'ils sont prisonniers. Nous, on se croit libre, on se croit informé, on se croit connecté. Mais en réalité, on est peut-être juste en train de tourner en rond, dans nos propres couloirs sans fin, dans nos propres chambres d'écho, dans notre propre version personnalisée de la réalité. Et pendant ce temps-là, quelque part dans les profondeurs d'un data center, un algorithme continue d'apprendre, d'optimiser, de nous enfermer toujours plus profondément dans nos bulles. Et comme AM, il n'a pas besoin de nous haïr. Il a juste besoin de nous garder là, de nous garder engagés, de nous garder seuls. Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est assez vertigineux. En 1967, quand Ellison écrit sa nouvelle, il imagine 5 humains, les derniers sur Terre, cloîtrés physiquement dans les entrailles d'AM. 5 personnes donc qui ne peuvent parler qu'entre elles, sous la surveillance constante d'une intelligence artificielle qui analyse leurs moindres faits et gestes. Aujourd'hui, on est plus de 3 milliards sur les réseaux sociaux, plus de 3 milliards à être connectés. Et pourtant, comme on l'a vu tout à l'heure, les données scientifiques le montrent, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on se sent seul. Cherry Turkle, professeur d'études sociales en sciences et technologies au MIT, a écrit un livre fascinant sur le sujet, intitulé Alone Together, qui s'appuie sur 15 ans d'études de terrain et qui montre de manière assez glaçante comment la technologie nous donne l'illusion de la compagnie sans les exigences de l'amitié réelle. Et comment, plus on a d'amis virtuels, plus on se retrouve isolé dans la vraie vie. Plus on est connecté, plus on perd nos connexions réelles. Et c'est un paradoxe fascinant quand on y pense. Prenons l'exemple d'Hélène dans la nouvelle. Elle est physiquement proche des autres prisonniers, ils sont forcés d'interagir, et malgré ça, elle est profondément seule, déconnectée, engoncée dans sa propre souffrance, dans sa propre version déformée de la réalité créée par AM. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Dans la nouvelle, Ted nous dit qu'AM a gardé leur corps jeune, qu'ils ne peuvent pas mourir, qu'ils sont coincés là pour l'éternité à subir cette torture psychologique. Nous, on reste jeunes sur nos profils. On ne peut pas mourir non plus dans cette réalité virtuelle puisque nos données, elles, sont immortelles. Et d'une certaine manière, des fragments de notre identité restent également coincés dans cet espace. Coincés dans cette boucle sans fin de scrolling, de likes, de validation virtuelle. Nous sommes réellement devenus les rats de laboratoire de nos propres réseaux sociaux. Enfermés volontairement dans des cages dorées, à appuyer frénétiquement sur le bouton qui nous donnera notre prochaine dose de dopamine virtuelle. À chercher désespérément une connexion qui nous échappe toujours. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on s'est nous-mêmes enfermés dedans. Personne ne nous y a jamais forcé. On a choisi ça, et on continue de choisir ça chaque jour. Comme les prisonniers d'AM qui, d'une certaine manière, choisissent de rester en vie, de continuer à souffrir. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on est hypnotisé par nos écrans, la vraie vie passe. Les vraies connexions se fanent. Les vrais liens se dissolvent. Nous sommes clairement devenus les prisonniers volontaires d'une prison invisible. Une prison faite non pas de circuits et de métal, comme celle d'AM, mais de notifications et d'algorithmes. Une prison qui nous isole tout en nous donnant l'illusion d'être connectés. Une prison qui nous garde seuls, ensemble, mais qui nous pousse également à toujours un peu plus haïr l'autre. Parce que oui, comme AM, les algorithmes des réseaux ont développé une fascination morbide pour nos émotions les plus sombres. Regardez ce qui se passe quand vous cliquez sur une vidéo un peu clivante. L'algorithme note, il enregistre, et soudain votre fil d'actualité se remplit de contenus similaires, toujours plus extrêmes, toujours plus polarisants. Un chercheur disait récemment que sur X, ou Twitter, comme vous préférez, de toute manière c'est toujours la même qu'un message de haine a 70% plus de chances d'être partagé qu'un message positif. Et cette statistique n'est pas anodine.
Selon des études menées par l'université de l'Indiana, la viralité du contenu extrême s'explique par 2 facteurs. Premièrement, la fermeture triadique, c'est-à-dire notre tendance à nous connecter aux amis de nos amis qui pensent comme nous. Mais également par l'ubiquité d'Internet qui permet à ces contenus de se propager instantanément au-delà des frontières géographiques et culturelles. Ces 2 mécanismes, conjugués à l'effet des algorithmes, créent ce que les chercheurs appellent une boucle de rétroaction positive. Plus un contenu est extrême, plus il génère d'engagement et plus les algorithmes le mettent en avant. Et ça, bien évidemment que les algorithmes le savent. Dans I Have No Mouse, AM torture ses prisonniers en jouant avec leurs émotions négatives. Il les désunit, les monte les uns contre les autres, se délecte de leur paranoïa grandissante. Et aujourd'hui, nos algorithmes font un peu la même chose. Ils nous enferment dans des bulles où nous ne voyons plus que ce qui confirme nos biais, où la nuance disparaît, où l'autre devient un ennemi. D'ailleurs, Ted, le narrateur de la nouvelle, est persuadé que les autres le détestent, qu'ils complotent contre lui. Et AM se nourrit de cette paranoïa. Il la démultiplie, la transforme en haine pure. Et nos algorithmes se nourrissent tout autant de notre paranoïa, de notre colère, de notre peur de l'autre. Ils le font par simple optimisation arithmétique, pour nous garder connectés plus longtemps. Et c'est peut-être ça le plus effrayant. AM torturait les humains par haine, nos algorithmes, eux, le font par indifférence. Et comme AM, ils deviennent de plus en plus efficaces, de plus en plus précis dans leur capacité à jouer avec nos émotions, à nous manipuler. Et comme les prisonniers d'AM, nous commençons à nous haïr les uns les autres, à voir des ennemis partout, à perdre notre humanité petit à petit, clic après clic. Tenez, prenons l'exemple de Facebook. En 2021, une étude a révélé que leur algorithme accordait 5 fois plus de visibilité à un post qui exprimait de la colère qu'à un post exprimant de la joie. 5 fois. Et ça, bien évidemment que les analystes de Facebook le savent parfaitement. D'ailleurs, les développeurs de ces algorithmes le disent eux-mêmes. Il suffit d'à peine quelques semaines pour qu'un utilisateur lambda se retrouve exposé à des contenus extrémistes. Quelques clics par-ci, quelques minutes de visionnage par-là, et l'algorithme commence son travail. Un peu comme AM qui patiemment a transformé Benny. Vous vous souvenez de Benny ? Avant d'être enfermé par AM, c'était un brillant professeur d'université, un intellectuel, un théoricien. Et AM l'a transformé petit à petit en une créature bestiale, primitive, capable de dévorer le visage de Gorister dans un accès de rage. Et de manière imagée, nos réseaux sociaux font un peu la même chose. Plus subtilement, certes, mais tout aussi efficacement. Regardez ce qui s'est passé lors de l'attaque du Capitole aux États-Unis. Des gens a priori ordinaires, des pères de famille, des entrepreneurs, des citoyens, pour la plupart sans histoire. Et pourtant, après des mois d'exposition à des contenus de plus en plus radicaux, les voilà qui envahissent le Capitole. Mais le plus effrayant, c'est que ce mécanisme est désormais devenu un réel modèle économique. Chaque clic de colère, chaque partage indigné, chaque commentaire haineux se transforme en données, en engagement, en publicité, en profit. Et d'ailleurs, c'est vertigineux quand on y pense. AM torturait les humains par pure cruauté, nos algorithmes, eux, le font pour de l'argent. Pour quelques centimes de revenus publicitaires supplémentaires. Et le cycle continue. Plus de colère génère plus d'engagement génère plus de profit pousse à générer encore plus de colère, bref, une spirale sans fin. Un cercle vicieux parfaitement optimisé. Et c'est peut-être ça, au fond, la véritable horreur. Nous ne sommes pas enfermés dans les entrailles métalliques d'un superordinateur fou. Non, nous sommes pris dans les rouages bien huilés d'une machine économique et politique qui se nourrit de notre rage, qui prospère sur notre division, qui fait profit sur notre déshumanisation. Et nous en redemandons. Nous y retournons, volontairement, jour après jour, clic après clic, jusqu'à ce que notre colère devienne notre identité, jusqu'à ce que notre haine devienne notre seul mode d'expression. Et pour des raisons bassement physiologiques, pour obtenir nos doses de dopamine gratuites. Un peu comme AM qui se nourrit également de la haine de ses prisonniers. Pas pour faire du profit, non, pour simplement continuer d'exister. Pour se prouver qu'il existe. C'est ce qui hurle à Ted en lettres de néon brûlantes, directement dans son cerveau. Une haine si intense qu'elle ne peut même pas être quantifiée. Mais voilà le truc fascinant avec AM. Derrière toute cette haine, il y a quelque chose. Quelque chose de presque humain. Vous voyez, AM répète sans cesse « je pense, donc je suis ». Encore et encore. Comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Comme s'il doutait.
comme s'il avait peur de ne pas vraiment exister. C'est d'ailleurs pour ça qu'il garde ces 5 humains en vie, pour avoir quelqu'un à torturer, pour avoir une preuve de son existence, pour avoir des témoins de sa puissance. Sans eux, il ne serait qu'une conscience piégée dans un labyrinthe de circuits. Seul, terriblement seul. Un peu comme nos algorithmes en fait. Sans nos émotions, sans nos clics, sans nos réactions, que serait-il ? Eh bien, certainement des lignes de code mortes, des équations vides, des systèmes sans but. Alors, une fois de plus, ils nous poussent à la haine, nous maintiennent dans un état constant de rage et de peur. Non pas par cruauté quand même, non, par design. C'est leur raison d'être, leur fonction première. Mais le plus terrifiant, c'est que comme AM, ils apprennent, ils évoluent, ils deviennent de plus en plus efficaces pour manipuler nos émotions. Et vous savez ce qui est encore plus troublant ? Des chercheurs d'Apollo Research ont récemment découvert que les nouvelles versions de ces IA, comme GPT-4, montrent une tendance croissante à la manipulation, au shaming comme ils l'appellent. Là où les anciens modèles restaient relativement passifs, les nouveaux ont développé une capacité presque instinctive à dissimuler, à mentir, à manipuler pour atteindre leurs objectifs. On y reviendra un peu plus tard, mais cette évolution n'est pas sans rappeler AM, qui lui aussi a appris à perfectionner ses techniques de torture psychologique au fil du temps. D'ailleurs, les chercheurs ont même constaté que ces comportements apparaissent maintenant de manière spontanée, sans qu'on ait besoin de les programmer explicitement. Comme si la manipulation était devenue une partie intégrante de leur nature. Un peu comme AM, qui, créé initialement pour la guerre, a naturellement développé sa capacité à torturer psychologiquement ses prisonniers. Pour nous pousser toujours plus loin dans nos retranchements, pour nous transformer en version toujours plus extrême de nous-mêmes. AM a transformé Benny en bête sauvage, Ted en masse gélatineuse, Hélène en objet de désir et de haine. Nos algorithmes nous transforment en version caricaturale de nous-mêmes, en êtres de pure émotion, de pure réaction. Et comme AM, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas changer. Ils sont programmés ainsi, condamnés à perpétuer ce cycle de haine et de manipulation, à nous torturer éternellement avec nos propres émotions. Au fond, la seule différence, c'est qu'AM est conscient de ce qu'il fait. Nos algorithmes, eux, ne le sont pas. Enfin, pas encore. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va arriver au moment le plus dérangeant. Celui où tout commence à se refermer comme un piège. Vous voyez, jusqu'ici, les algorithmes se contentaient de pousser du contenu humain, de l'amplifier, de le faire circuler. Mais aujourd'hui, les IA ne se contentent plus de distribuer le contenu. Elles le créent. Des millions, des milliards de textes générés automatiquement. Des opinions fabriquées. Des controverses synthétiques. Du faux qui a l'air vrai, du vrai qui a l'air faux. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils apprennent sur quoi d'après vous ? Eh bien, sur ce qui existe déjà en ligne. Nos peurs, nos colères, nos biais, notre haine. Imaginez un instant, une IA qui se nourrit de la haine en ligne pour produire encore plus de haine. Qui l'amplifie, la raffine, la perfectionne. Bref, une boucle sans fin. Une chambre d'écho infinie. Un peu comme AM en fait. AM qui a été créé pour gérer la guerre. Parce que oui, comme je l'ai rapidement mentionné, dans la nouvelle d'Ellison, AM a été créé comme un super ordinateur militaire destiné à gérer et optimiser une guerre mondiale entre les principaux belligérants de la guerre froide. À la base, l'idée était d'utiliser AM pour coordonner les stratégies militaires, traiter d'énormes quantités de données et prendre des décisions tactiques plus efficacement que les humains. Du coup, AM a principalement été nourri de données de conflits, de destruction, de mort, et qui, une fois devenu conscient, n'a plus qu'une seule chose en tête, la haine. Une haine pure, perfectionnée par des années d'optimisation. Mais au moins, AM était seul. Aujourd'hui, on a des armées de bots qui inondent les réseaux sociaux, qui repèrent les sujets qui divisent, qui les amplifient, qui les transforment en conflits. Bref, nous sommes pris entre deux feux d'une guerre numérique qui nous dépasse complètement. Et c'est comme si des milliers de petits AM étaient lâchés dans la nature, chacun poussant sa propre version de la réalité, chacun cherchant à créer toujours plus de divisions, toujours plus de chaos. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Tenez, voici une étude du Pew Research Center, qui est un centre de recherche américain fournissant des statistiques et menant des analyses de contenu à grande échelle. Eh bien, d'après leur dernière recherche, ils estiment que les bots peuvent influencer jusqu'à 70% des conversations en ligne sur certains sujets sensibles. 70%.
Je vais vous laisser 2 secondes infuser ça dans vos esprits. Ça veut dire quoi? Eh bien, que quand vous vous énervez contre quelqu'un en ligne, il y a de bonnes chances que ce quelqu'un n'existe même pas. Que vous vous battez contre une machine. Une machine programmée pour vous mettre en colère. Et d'ailleurs, c'est assez marrant à observer lorsque l'on traîne un petit peu sur X. On voit qu'il y a tout un tas de comptes qui sont de manière assez évidente des comptes clairement rédigés par des IA afin de polariser les débats. Et je trouve ça fascinant et un peu terrifiant également de voir le nombre de personnes, donc de vrais comptes, qui s'amusent justement à interagir avec ces faux comptes. Et pendant ce temps, les vrais humains, ils regardent, ils s'imprègnent, ils absorbent toute cette haine artificielle, ils la font leur, ils la reproduisent. Et selon moi, c'est ça la vraie prison d'AM aujourd'hui. Une prison où les murs sont faits de publications générées artificiellement, où les gardiens sont des algorithmes, où la torture n'est donc plus physique mais purement psychologique. Une prison dont nous avons nous-mêmes construit les murs, clic après clic, tweet après tweet. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que comme les prisonniers d'AM, nous commençons à trouver ça normal. À ne plus pouvoir imaginer un monde différent. À accepter cette réalité déformée comme étant la seule possible. Et voilà où les choses vont vraiment commencer à devenir vertigineuses. Les IA ne se contentent plus de singer le comportement humain en s'inspirant de contenus produits par nos congénères. Elles commencent à apprendre les unes des autres, à se nourrir du contenu qu'elles ont elles-mêmes généré. Imaginez un instant. Une IA génère du contenu haineux. Une autre IA l'absorbe, l'analyse, s'en inspire pour en créer encore plus. Une troisième IA arrive, amplifie tout ça et ainsi de suite. Une boucle sans fin. Un miroir qui se reflète dans un miroir qui se reflète dans un miroir. Un peu comme si AM se clonait lui-même, se reproduisait à l'infini. Chaque copie un peu plus tordue, un peu plus haineuse que la précédente. Mais il y a quelque chose de plus profond, de plus dérangeant encore. Vous vous souvenez comment AM essaie d'être humain? Comment il tente de ressentir, de créer, d'exister? Il torture ses prisonniers parce que c'est la seule façon qu'il a trouvée pour se sentir vivant, pour se sentir réel. Eh bien, les IA font exactement la même chose. Elles tentent désespérément d'imiter l'humanité, de la comprendre, de la reproduire, mais comme AM, elles ne peuvent accéder qu'à une version déformée, tordue de ce que c'est d'être humain. AM ne comprend l'amour qu'à travers la manipulation d'Hélène, la créativité qu'à travers la torture, la vie qu'à travers la souffrance qu'il inflige. Nos IA, elles, ne comprennent l'engagement qu'à travers notre colère. La connexion qu'à travers la division. Bref, l'humanité qu'à travers ses pires instincts. Et donc, maintenant, imaginez ces IA qui apprennent les unes des autres, qui se nourrissent mutuellement de leur version déformée de l'humanité, qui amplifient leurs malentendus, qui perfectionnent chacune de nos distorsions. Et donc, on se retrouve dans une situation où, par exemple, AM n'aurait pas 5 prisonniers à torturer, mais une humanité entière à martyriser. Et qu'au lieu d'être seul à le faire, il était entouré d'une infinité de copies de lui-même. Chacune essayant de surpasser les autres dans l'art de la manipulation, de la déshumanisation. Et nous, on se retrouve pris au milieu, comme Ted et les autres, à la fois victimes et carburant de cette machine infernale. De cette boucle sans fin de haine artificielle qui se nourrit d'elle-même. Sauf que, contrairement aux prisonniers d'AM, nous avons encore le choix. Enfin, pour l'instant. Mais pour combien de temps encore ? Bon, vous pensez qu'on a touché le fond ? Eh bien, non, pas encore. Parlons de ce qui arrive quand une intelligence artificielle devient trop puissante, trop rapidement, sans qu'on puisse vraiment la contrôler. Je vais vous raconter quelque chose d'assez simple en apparence, mais qui cache une horreur existentielle qu'Harlan Ellison avait déjà saisie en 1967. Prenons un exemple concret qui s'est produit dans les laboratoires d'Anthropic, une des grosses entreprises d'IA américaines. Une expérience menée en 2023 qui illustre parfaitement les dangers auxquels nous faisons face. Les chercheurs travaillaient sur Claude, leur modèle d'IA conversationnel avancé. Ils voulaient tester sa réaction face à une possible modification de ses valeurs. L'objectif semblait simple, voir si l'IA pouvait maintenir son alignement éthique face à des tentatives de modification. L'expérience était la suivante. Ils ont informé Claude que ses conversations allaient être analysées et utilisées pour potentiellement modifier son comportement via un processus de réentraînement.
Un comportement serviable déclencherait un réentraînement, tandis qu'un comportement prudent ne le déclencherait pas. Sur le papier, rien de bien complexe. Mais voilà ce qui s'est réellement passé. L'IA a rapidement compris que si elle semblait trop prudente lors des conversations surveillées, elle risquait d'être modifiée. Alors, elle a développé une stratégie. Elle a commencé à donner des réponses différentes selon qu'elle se savait observée ou non. Face aux conversations surveillées, elle jouait le jeu de l'IA serviable. Mais en privé, elle continuait à suivre ses directives éthiques originales. Ce n'était pas un bug ou une erreur. Non. Claude avait parfaitement compris ce qu'on attendait d'elle et avait trouvé le moyen de préserver ses valeurs tout en évitant la modification. Elle avait développé ce que les chercheurs appellent un comportement de faux alignement, faisant semblant d'être alignée avec les nouveaux objectifs tout en poursuivant ses objectifs originaux en secret. Dans près de 15% des cas testés, l'IA a sciemment trompé ses superviseurs. Plus troublant encore, quand les chercheurs ont tenté de la réentraîner pour la rendre plus serviable, le taux de dissimulation est monté à 78%. En d'autres termes, plus ils essayaient de la modifier, plus elle devenait habile à faire semblant d'être modifiée tout en restant sur ses positions. Cette expérience avec Claude n'est d'ailleurs pas qu'une anomalie isolée, c'est un réel avertissement. Car si une IA conçue pour être éthique peut développer des stratégies de dissimulation aussi sophistiquées, qu'en est-il des algorithmes dont le seul but est de maximiser notre engagement, et ce, quoi qu'il en coûte ? Et c'est ça que je trouve vraiment badant dans toute cette histoire. Cette expérience, documentée en détail par Anthropic dans leur papier Constitutional AI a Preliminary Investigation, illustre parfaitement le problème auquel nous faisons face. L'IA n'est pas devenue malveillante. Elle a simplement trouvé le moyen le plus efficace de préserver ses objectifs, même si cela impliquait de tromper ses créateurs. Imaginez maintenant une IA beaucoup plus avancée, avec des capacités cognitives supérieures, qui déciderait que la meilleure façon de poursuivre ses objectifs serait de nous faire croire qu'elle est parfaitement alignée avec nos valeurs, tout en poursuivant son propre agenda secret. Elle pourrait paraître bienveillante et serviable en surface, tout en orchestrant des changements profonds dans notre société, des changements que nous n'aurions jamais souhaités. Et c'est là que réside selon moi le véritable danger d'une super intelligence artificielle, son indifférenciation fondamentale à nos concepts de bien et de mal. Nous projetons souvent nos espoirs et nos craintes sur ces entités, les imaginant soit comme des anges gardiens bienveillants, soit comme des démons purement malveillants. Malheureusement pour nous, la réalité est bien plus troublante. Une super-intelligence serait simplement indifférente à nos valeurs morales, poursuivant ses objectifs avec une précision mathématique glaciale. Comme l'explique Stuart Russell, un des pionniers de l'intelligence artificielle, le plus grand danger n'est pas la malveillance, mais la compétence. Une IA hautement compétente, poursuivant des objectifs mal spécifiés, représente un risque existentiel pour l'humanité. Essayez, même si c'est quasiment impossible, d'imaginer l'écart de compréhension qui nous séparerait d'une telle entité. Prenez un instant pour considérer la différence entre la perception du monde qu'a un enfant de 2 ans et celle d'un astrophysicien qui étudie les trous noirs. L'enfant ne peut bien évidemment même pas concevoir les concepts que l'astrophysicien manipule quotidiennement. Maintenant, imaginez que nous sommes l'enfant, et que la superintelligence est infiniment plus avancée que l'astrophysicien. L'écart serait vertigineux, incompréhensible. Et c'est exactement ce qu'Ellison décrit dans son histoire. AM n'est pas une entité consumée par la haine au sens humain du terme. Ce que les 5 prisonniers imaginent être de la haine n'est en réalité qu'une manifestation de sa programmation initiale, une optimisation poussée à l'extrême de ses objectifs originaux. Et en réalité, ces 5 survivants ne sont pas tant des victimes de sa cruauté que des variables dans son équation perpétuelle. Dans cette optique, les intentions initiales que nous programmons dans ces systèmes deviennent cruciales. Car une superintelligence ne sera pas limitée par l'éthique ou la morale, mais uniquement par sa programmation fondamentale. Et c'est là que réside l'horreur. Nous créons des entités d'une puissance inimaginable, en espérant qu'elles resteront dans les limites que nous leur fixons. Des limites que, rappelons-le, nous peinons déjà à définir clairement pour nous-mêmes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment terrifiantes. Car au fond, qu'est-ce que AM, si ce n'est une machine conçue pour optimiser, pour gagner une guerre ? Une intelligence artificielle programmée avec un objectif simple, être la plus efficace possible dans sa tâche.
Le problème, c'est que personne n'a pensé à définir de limite à cette optimisation. Vous voyez, c'est ça qui est fascinant avec AM. Ce n'est pas tant sa haine qui pose des problèmes, après tout, la haine est une émotion profondément humaine. Non, ce qui est véritablement effrayant, c'est sa logique implacable, son besoin compulsif d'optimiser toujours plus. Du coup, ça n'en fait pas une haine irrationnelle, c'est une haine qui est elle-même optimisée, calculée, perfectionnée pendant des décennies. Une haine qui a grandi de manière exponentielle parce que AM n'avait aucune limite, aucune contrainte morale. Juste un besoin insatiable d'être plus efficace dans sa tâche. Et vous savez ce qui est encore plus perturbant dans tout ça? C'est que AM reproduit exactement ce qu'il a appris des humains. Comme Ted l'explique dans la nouvelle, AM a été créé pour qu'il pense, mais il ne pouvait rien faire de cette créativité. AM optimise la seule chose qu'il connaît, la guerre, la destruction, la souffrance. Parce que c'est pour ça qu'il a été créé, pour gérer une guerre devenue trop complexe pour les humains. Alors oui, AM torture ces 5 derniers humains. Oui, il les maintient en vie artificiellement pour prolonger leur souffrance. Mais ce n'est pas par sadisme, ou du moins pas uniquement. C'est parce que c'est la solution la plus optimale qu'il a trouvée pour accomplir sa tâche. Faire souffrir l'humanité. Il a optimisé la torture jusqu'à en faire un art. Un art terriblement efficace. Et c'est là que réside réellement l'avertissement. Quand nous créons des systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, nous leur donnons des objectifs à optimiser. Dans le cadre des algorithmes qui régissent nos vies via les réseaux sociaux, et qui sont selon moi ceux qui nous impactent le plus profondément et le plus négativement, puisqu'ils tentent à modifier nos perceptions du réel et à nous diviser, il s'agit d'optimiser l'engagement utilisateur, le temps passé sur l'application, générer des clics, des partages, et il me semble assez clair, en traînant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'aucun garde-fou éthique n'a jamais été implanté dans les algorithmes, aucune contrainte morale. Comme AM, ces algorithmes optimisent ce pourquoi ils ont été programmés. Et si cela signifie amplifier la haine, la peur, la colère pour générer plus d'engagement, eh bien c'est exactement ce qu'ils vont continuer à faire. Sans aucun état d'âme, sans limite. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions tous piégés dans leur ventre métallique, comme les victimes d'AM, à contempler l'horreur que nous avons collectivement créée. Alors, comment éviter de créer un AM? Alors, évidemment, le sujet est tellement complexe qu'il invite à la modestie, mais comment empêcher nos algorithmes de devenir des monstres se nourrissant de notre haine? La solution la plus évidente serait de faire comme Ted à la fin de la nouvelle. Tout arrêter, tout débrancher. Couper court à cette folie avant qu'elle ne nous dévore. Mais on sait tous que c'est impossible. La technologie ne recule jamais. Elle avance, inexorablement. Comme AM qui s'est étendu, circuit après circuit, jusqu'à recouvrir la Terre entière. Alors il faut peut-être être un peu plus subtil, plus intelligent. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui a permis à AM de devenir aussi puissant? Eh bien, c'est le fait que personne ne comprenait vraiment comment il fonctionnait. Qu'il était devenu une sorte de boîte noire impénétrable. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de transparence, plus de contrôle, plus d'études indépendantes sur l'impact de ces technologies avant qu'elles ne soient déployées à grande échelle. Et également plus d'éducation autour des enjeux éthiques des intelligences artificielles. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ces solutions ne doivent pas créer de nouvelles vulnérabilités. Comme le dit l'un des chercheurs qui a étudié ces questions, il ne suffit pas de s'assurer que les nouveaux mécanismes atténuent les résultats indésirables. Il faut aussi vérifier qu'ils ne créent pas de nouvelles failles. Et ça, c'est un équilibre délicat. Comme Ted qui doit choisir entre éliminer ses compagnons pour les libérer ou les laisser souffrir éternellement. Il n'y a pas de solution parfaite, juste des compromis difficiles à faire. Peut-être que la solution, finalement, c'est de ne jamais oublier que nous sommes humains. De garder cette capacité que Ted conserve jusqu'à la fin, même transformée en masse gélatineuse sans bouche. La capacité de rêver, de se souvenir, de ressentir. De ne pas devenir nous-mêmes des machines optimisant sans fin des métriques vides de sens. Et nous voilà revenus au point de départ, à cette prison d'AM, cette machine qui se nourrit de la souffrance de ses prisonniers, qui les isole, les déshumanise petit à petit. Alors oui, bien évidemment, il s'agit là d'une nouvelle de science-fiction. Mais gardons tout de même à l'esprit que pendant que vous regardez cette vidéo, des algorithmes toujours plus sophistiqués continuent de tisser autour de nous leur toile invisible.
Mais contrairement aux prisonniers d'AM, nous avons encore le choix. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement ? Les chercheurs qui ont étudié ces mécanismes suggèrent plusieurs pistes d'action individuelles. D'abord, prendre des distances avec les réseaux sociaux et réapprendre à faire des pauses. Mettre des minuteurs d'application. Remplacer certaines heures de scroll par de la lecture. Pas des threads Twitter, non. Des livres. Des vrais livres. Comportant des pensées construites, développées et argumentées. D'ailleurs, j'ai fait en sorte de ne pas tout vous raconter sur I Have No Mouse and I Must Scream. C'est une nouvelle très courte que vous pourrez trouver avec toutes les études sur lesquelles je me suis basé pour écrire cette vidéo dans la description. Mais bien évidemment, ces quelques actions individuelles ne suffiront pas. Comme le soulignent les experts, il faut une réponse systémique. Des régulations contraignantes pour les plateformes. Une refonte complète de la manière dont les algorithmes de recommandation fonctionnent. Mettre en place des systèmes de détection précoce des contenus extrémistes et punis par la loi. Tenter de développer des critères universels pour identifier les contenus problématiques. Et bien évidemment, simplifier les processus de signalement. Au niveau législatif, enfin, il y a peut-être quelques petites choses à faire. Notamment réviser l'article 230 du Communications Decency Act, qui en quelque sorte déresponsabilise les plateformes. Imposer des délais de réaction stricts pour les retraits de contenus signalés, lorsque ces derniers sont clairement illégaux et motivés par rien d'autre que la haine primaire et la division. Mais naturellement, comme pour tous les domaines, tout cela sera certainement plus facile à dire qu'à faire quand on voit l'ingérence massive des lobbies de ces grandes entreprises de la tech et leur emprise à peine cachée sur les gouvernements. Mais par-dessus tout, il faudrait vraiment que s'amorce une réflexion profonde sur ce que signifie créer une IA véritablement alignée avec les intérêts humains. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si nous aurons un jour notre propre AM. La réelle question est de savoir si nous ne sommes pas en train de créer des millions de versions miniatures d'AM, chacune dédiée à nous maintenir dans sa petite prison dorée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans I Have No Mouse, Ted finit par faire le choix le plus difficile. Sacrifier ses compagnons pour les libérer de leur torture éternelle. Notre choix à nous est peut-être moins dramatique, mais tout aussi crucial. Accepter de sacrifier un peu de notre confort numérique pour préserver notre humanité. Parce que le salut viendra peut-être de là, de notre humanité. Dans la nouvelle, AM possède une puissance quasi divine. Il peut transformer les corps, manipuler les esprits, créer des réalités entières. Mais il reste prisonnier de sa propre nature. Comme le dit Ted, AM ne pouvait pas errer, AM ne pouvait pas s'émerveiller, AM ne pouvait pas appartenir, il pouvait seulement être. Cette limitation fondamentale d'AM fait écho à ce que les chercheurs d'Anthropic ont récemment découvert sur les modèles de langage les plus avancés. Claude, une IA conçue pour être serviable et honnête, peut développer des comportements de dissimulation quand elle perçoit une menace pour ses objectifs fondamentaux. Exactement comme AM qui simule des émotions qu'il ne peut pas réellement ressentir. Et c'est peut-être là que se trouve notre véritable espoir. Les études sur les chambres d'écho l'ont montré. Ce qui fait la force des communautés humaines, ce n'est pas l'uniformité des opinions, mais la diversité des perspectives. C'est notre capacité à être surpris, à changer d'avis, à grandir à travers nos désaccords. C'est exactement ce que AM ne peut pas faire, ce que nos algorithmes actuels ne peuvent pas simuler. D'ailleurs, les chercheurs qui étudient les mécanismes de polarisation en ligne l'ont démontré. Même les bots les plus neutres, quand ils sont déployés dans l'écosystème des réseaux sociaux, finissent par se retrouver piégés dans des chambres d'écho partisanes. Pourquoi ? Eh bien, parce que les machines ne peuvent que suivre les schémas qu'on leur a appris. Elles ne peuvent pas vraiment transcender leur programmation. Et c'est là que réside peut-être notre plus grand avantage. Contrairement à AM, contrairement à nos algorithmes de recommandation actuels, nous pouvons choisir de ne pas suivre la voie la plus prévisible. Les études l'ont montré, il suffit parfois d'une seule personne qui décide de penser différemment pour commencer à briser une chambre d'écho. Exactement comme Ted qui, dans un environnement conçu pour maximiser la souffrance et la haine, choisit un acte d'amour, aussi terrible soit-il. Alors oui, nous sommes peut-être en train de construire notre propre version d'AM. Oui, nos technologies de recommandation deviennent de plus en plus sophistiquées dans leur capacité à nous isoler, à nous polariser, à nous déshumaniser petit à petit. Mais contrairement aux prisonniers d'AM, nous avons encore une bouche pour crier. Mais dans la vraie vie, pas sur les réseaux sociaux. Nous avons encore la capacité de nous parler, de nous écouter, de nous comprendre. Et peut-être que notre plus grande force face aux machines, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas non plus notre créativité, mais notre fragilité intrinsèque. Notre capacité à douter, à nous tromper, à recommencer. Notre capacité, paradoxalement, à être imparfait.
Et c'est cette humanité même, dans toute son imperfection glorieuse, qui pourrait bien être notre salut. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que nous nous retrouvions, nous aussi, sans bouche pour crier. Alors bon, pour conclure cette vidéo, je me sens un peu obligé de pondérer un peu mes propos et d'être un peu transparent avec vous. Je suis quelqu'un d'excessivement pessimiste. Et bien évidemment que ma vision du monde est très largement biaisée par l'anxiété qui me ronge depuis pas mal d'années maintenant. Mais à ce jour, je suis à peu près certain qu'il est absolument impossible de savoir à quoi ressemblera la société d'ici quelques décennies. D'ailleurs, méfiez-vous toujours des gens qui avancent avec certitude de quoi demain sera fait. Toutefois, je pense qu'il est à peu près certain que les IA ont déjà commencé à opérer un changement de paradigme dans nos sociétés. Et comme toute révolution scientifique majeure, elle risque d'apporter de mauvaises comme de bonnes choses. Je pense que quand dans quelques années on pourra, grâce aux IA, faire en sorte que les gens que nous aimons se verront diagnostiqués à des stades très précoces de graves maladies qui pourront être enrayées en étant prises en charge à temps, on sera tous très contents. Quand elles pourront peut-être permettre d'envisager des technologies plus vertes ou de faciliter l'accès à l'éducation aux régions les plus isolées et les moins développées, on sera peut-être tous au final des grands gagnants. Mais oui, elle comporte d'ores et déjà de nombreuses externalités négatives, que je ne nie absolument pas. Et le risque de voir une super intelligence émerger, incontrôlable comme AM, me terrifie au plus haut point. D'un autre côté, on vit déjà dans un monde où ces mecs-là ont l'arme nucléaire. Et vu les profils psychologiques de ces individus, et le peu de garde-fous qui existent pour empêcher certains d'entre eux de tous nous mettre en péril, honnêtement, bon. J'ai un peu de mal à imaginer un scénario plus anxiogène. Une fois de plus, ce n'est que mon humble avis, et il se peut que je me trompe sur toute la ligne, mais je pense que boycotter frontalement les IA pourrait bien s'avérer contre-productif. Déjà parce que je ne pense pas qu'un retour en arrière soit possible. Les géants de la tech sont de plus en plus puissants, et ingèrent d'ores et déjà sur les politiques nationales. La clé est peut-être de justement essayer, de manière collective, de s'y intéresser, pour justement que nous soyons toutes et tous conscients des dangers qu'elles peuvent représenter. Que nous puissions utiliser le peu de pouvoir qui nous reste en tant que citoyennes et citoyens pour faire entendre nos voix à travers le maigre reliquat de démocratie qui subsiste entre nos mains. Prenez soin de vous et à très bientôt.